Je m'appelle Franck Acnin, je suis le responsable France de Security Scorecard et je suis basé à Paris. Notre plateforme établit un diagnostic cybersécurité de la surface d'attaque des entreprises de manière externe et non intrusive. Cela se matérialise au travers d'une notation de la posture cyber des compagnies. Cette notation permet une compréhension simple et rapide pour tous les métiers, ce qui en fait un véritable outil de gouvernance. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en fin de session en fonction du temps qui nous reste. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe le relais à Mauro Israël, expert en cybersécurité. Merci beaucoup Franck pour cette introduction sur le deuxième webinaire Security Scorecard. C'est une solution qui m'a tout de suite plu et je me suis rapproché de Security Scorecard pour justement transformer cet outil en véritable force pour contrer les cyberattaques actuelles qui, comme vous le savez, sont extrêmement virulentes. Et tout commence par la reconnaissance de la cible, comme nous avons vu dans le premier webinaire. Et donc, il s'agit d'opérations véritablement militaires au sens où, de manière systématique, les attaquants repèrent toutes les failles de sécurité avec des outils appropriés. Et c'est ce qu'on appelle la surface de cyberattaque, la surface d'attaque. Une fois qu'ils ont récupéré un certain nombre d'éléments appropriés, ils vont envoyer un certain nombre d'emails de phishing à la cible et cela va permettre une compromission initiale, puis une exploitation de ces vulnérabilités à travers l'installation, par exemple, de ransomware et les demandes de rançon et les blocages que vous connaissez tous. Pour plus de détails, vous avez sur mon blog l'analyse de la totalité de ce qu'on appelle la cyber kill chain et également vous avez l'enregistrement en ligne sur la Path Factory de Security Scorecard du premier webinaire au sujet justement de la phase d'analyse de la surface d'attaque. Maintenant que le diagnostic est fait, il s'agit de prendre des mesures appropriées. Et pour cela, vous avez tous entendu parler du paradigme du zéro trust. Donc ce paradigme, c'est un paradigme qui passe de la confiance n'exclut pas le contrôle, suivant la phrase consacrée, à tout doit être contrôlé. Et donc on a confiance en rien, ni aux soi-disant utilisateurs, ni aux soi-disant accès, ni aux soi-disant composants informatiques qui seraient partie du périmètre de l'entreprise. Et donc, les 4 principes à mettre en œuvre, qui doivent être tous mis en œuvre pour obtenir un zéro trust efficace, il y a le zéro surface d'attaque. C'est-à-dire qu'on va cartographier toutes les vulnérabilités comme le font les attaquants et ensuite on va les éliminer pour réduire la surface d'attaque au maximum, telle une muraille à grimper. Plus elle a de possibilités de prise pour les attaquants, plus elle est facile à grimper et plus elle est lisse, plus elle sera difficile à grimper pour les attaquants. Autrement dit, on va faire en sorte que notre surface d'attaque soit le plus lisse possible. Évidemment, il y a d'autres composants dans le paradigme zéro trust, en particulier le zéro composant unique, c'est-à-dire que tout composant, serveur notamment, réseau, élément réseau, doit être doublé sous forme d'une architecture redondante, voire triplée. C'est valable également pour les connexions réseau. Ensuite, le zéro accès distant, c'est un point très important parce que ce zéro accès distant fait que on n'aura plus de personnes qui seront des utilisateurs à privilège, notamment des administrateurs réseau et système. Et donc, on va faire en sorte que tous ces accès distants soient bloqués de manière à ce qu'on n'ait plus que des accès web. Ces accès web, ce qu'on appelle la zéro crédentité ouvre tout. Et donc, au lieu d'avoir un seul système, notamment distant, qui accède à toutes les ressources, on va devenir granulaire et on va avoir une connexion à chaque application web une par une
différenciées avec évidemment des zones plus ou moins faciles d'accès suivant qu'on atteint les fameux joyaux de la couronne, les éléments sensibles et les données sensibles de l'entreprise. Et du coup, il va falloir mettre en place un e-coffre de mots de passe plutôt qu'un single sign-on. Mais tout ceci sera pour d'autres webinars. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'élimination de toutes les aspérités sur notre surface d'attaque. Et pour ça, l'outil Security Scorecard, comme nous avons vu lors du premier webinaire, nous propose 10 catégories et un score catégorie par catégorie. Par exemple, un score sur la sécurité réseau. C'est le premier point que nous allons voir dans notre plan d'action. Le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est de rentrer dans les détails de différents cas qui sont faibles dans notre surface d'attaque et de comprendre comment on peut y remédier. Voyons le détail de la sécurité réseau. Dans cet exemple, on a par exemple un chiffrement faible sur le protocole TLS et on a également un problème de chiffrement faible sur SSH qui, je vous le rappelle, est le système de Secure Shell qui permet de se connecter à distance en tant qu'administrateur d'un composant réseau de type notamment Linux. Il y a d'autres failles ici de sécurité qui ont été observées, mais on va se concentrer déjà sur ces deux-là. Comment résoudre ces 242 problèmes de chiffrement faible en TLS dans cet exemple? Eh bien, d'abord, on va repérer quelles adresses IP sont concernées par ce chiffrement faible. On voit ici un triple DES CBC qui a été repéré sur l'adresse IP qu'évidemment j'ai masqué en partie parce que c'est une adresse publique d'un site .fr. Et donc, quel est le problème? Bien, le problème, c'est que TLS, qui est le remplaçant, le successeur de SSL, que tout le monde connaît, permet de chiffrer tous les flux, par exemple les flux HTTP et d'autres flux, notamment des flux qui supportent le protocole TLS. Et la recommandation, c'est que tous les protocoles qui sont faibles en TLS, il y a différents niveaux, il faut les désactiver. D'accord, mais lesquels? Ben là, il suffit d'aller dans Wikipédia et de regarder par rapport aux différents protocoles dont on dispose, lesquels sont faibles. Ici, j'ai listé tous les protocoles SSH qui sont utilisés et qui utilisent TLS avec un algorithme. On va s'intéresser, tiens, au triple DES CBC dont on a parlé tout à l'heure. Et Wikipédia nous donne un tableau et nous montre clairement que le triple DES CBC est non sécurisé pour la totalité des implémentations, qu'elles soient SSL V2 ou V3 ou TLS 1.0 jusqu'à 1.2, sachant qu'il a été désactivé dans TLS 1.3 à juste titre parce que justement il n'est pas sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas sécurisé? Ça veut dire que des attaquants pourront s'insérer dans le flux et donc capturer, par exemple, le login mot de passe SSH de l'administrateur ou voir ce que l'administrateur est en train de faire sur tel ou tel matériel, composant informatique. Et donc, on voit très clairement dans ce tableau que seuls les protocoles AES, GCM et CCM sont sécurisés, et notamment qu'ils sont sécurisés en partie en TLS 1.2 et certainement en TLS 1.3. Donc on va inventorier tous les protocoles que nous avons et nous allons demander aux administrateurs réseau de désactiver ou de faire une mise à jour des protocoles qui sont faibles et ainsi on va se débarrasser du problème du weak cipher sur SSH et TLS. Et puis on va suivre ça dans l'outil et on va suivre tout ce qui concerne les protocoles de chiffrement et en particulier on va suivre également les certificats auto-signés, les certificats qui n'ont pas de contrôle de révocation, etc. On va s'attaquer toujours dans la catégorie réseau concrètement à un autre
point, qui est le FTP. Le File Transfer Protocol est un des plus vieux protocoles d'Internet. Il est de l'époque du mail, au tout début d'Internet, et il permet évidemment de transférer des fichiers. C'est un protocole en clair, et donc il peut être extrêmement dangereux, surtout quand on va transférer des fichiers sensibles de type dossiers médicaux, données financières, etc. Alors ici, on a repéré dans cet exemple un serveur FTP, un démon FTP sur cette adresse IP avec tel port, et on va voir pourquoi c'est dangereux et comment et pourquoi il faut arrêter FTP en clair. Tout simplement parce qu'il y a la fameuse attaque man in the middle. Cette attaque, elle est très vieille, pratiquement aussi vieille qu'Internet, et elle consiste à faire croire à un utilisateur qu'il est connecté avec un autre ordinateur, et inversement, dans l'autre sens, que le computer 2 est connecté avec le computer 1, alors qu'en fait, il y a un attaquant, le fameux man in the middle, le black hat, qui intercepte tous les flux. Ces flux sont interceptables parce que les flux sont en clair, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chiffrés. Ou alors, ils vont être chiffrés avec un certificat trop faible et l'attaquant va usurper ce certificat. Voilà un exemple avec un très vieux logiciel qui existe au moins depuis 15 ans, qui s'appelle K1. Et donc, il utilise ce qu'on appelle le poisoning, ARP, c'est-à-dire qu'il fait croire à l'ordinateur qui reçoit une fausse adresse IP par rapport à une MAC adresse et inversement. Quand il réalise l'opération dans un seul sens, le sens client vers le serveur, on appelle ça du half routing. Ça permet d'intercepter par exemple un login mot de passe en clair, et quelle que soit sa complexité et sa longueur d'ailleurs. Et quand on est en full routing, il intercepte aussi les réponses du serveur vis-à-vis de ce flux. Tous les hackers savent utiliser K1 et savent utiliser des outils équivalents pour créer ce système de man in the middle. Voilà un exemple ici réalisé sur le protocole FTP qui fait partie, comme HTTP, IMAP ou POP3, des protocoles en clair. Et vous voyez que tout simplement, on a récupéré le mot de passe dans cet exemple qui a été fait en 2006, donc il y a plus de 14 ans. Et donc, ça veut dire que mettre en place un serveur FTP veut dire offrir aux attaquants la possibilité de récupérer tous les logins mots de passe en clair des utilisateurs. C'est également le cas pour HTTP, pour les messageries non chiffrées et aussi pour certains protocoles qui sont pas en clair mais qui ont été craqués en termes de chiffrement comme SMB, qui est un protocole des anciens serveurs Windows, et VNC, qui est un protocole de prise de contrôle à distance qui est extrêmement faible en termes de protection. Et tous les hackers connaissent le port 5900 où se déroulent les prises de contrôle à distance en VNC. Il y a également d'autres protocoles assez faibles qui sont listés ici dans K1. Et encore une fois, le fait d'avoir ce type de logiciel et de protocole présent sur le réseau entraîne que les logins mots de passe et les flux, les contenus seront capturés par un attaquant en man in the middle. On va passer à une deuxième catégorie, qui est évidemment les patchs, les correctifs de sécurité. On a ici un site qui n'est pas très bon en patching, c'est un euphémisme puisqu'il a la note de F avec 31, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas patcher, ne pas appliquer les correctifs de sécurité? Eh bien, on va voir dans cet exemple que on a observé que la cadence de correctifs de sécurité n'est pas suffisante et qu'elle expose un certain nombre de CVE, de Common Vulnerability and Exposure. Il y a une base mondiale qui comprend actuellement 150 650 CVE
et qui relate toutes les vulnérabilités. Elle est accessible à tout le monde, il suffit de taper dans Google CVE et tous les outils de patching se réfèrent à cette base CVE mondiale que tous les éditeurs alimentent avec leurs vulnérabilités et évidemment les patchs associés. Un exemple avec un très vieux CVE, puisque le 2003 veut dire qu'il a été découvert en 2003, et qui concerne OpenSSH, qui est un système libre du protocole SSH du système qui permet aux routes, aux administrateurs Linux de se connecter à travers un logiciel SSH. Et donc, on voit que cette vulnérabilité, elle existe depuis 2003, tous les pirates la connaissent, et donc, ça va permettre d'intercepter justement, d'exploiter une vulnérabilité non mise en correctif sur ce protocole OpenSSH. Voilà un exemple avec une console Linux où la personne a lancé SSH root. J'ai évidemment masqué le nom de l'utilisateur et il est connecté en root, donc un administrateur total de la machine en exploitant la vulnérabilité SSH correspondante. Et comment on fait? Eh bien, on patch, on patch et on patch, et tout ce qui ne peut pas être patché doit être protégé et supervisé de manière extrêmement attentive. On va s'attaquer à un autre problème, c'est l'obsolescence des systèmes d'exploitation et des navigateurs, qui est une conséquence indirecte du problème du patch. Parce que quand un navigateur ou un système d'exploitation est obsolète, il n'y a plus de patch fourni par l'éditeur. C'est donc encore pire que le cas précédent, puisque on ne pourra pas appliquer de correctifs de sécurité. Voyons la situation sur ce site. Bien, on a un certain nombre de machines Windows 7 et même une machine Windows XP qui ne bénéficient plus de correctifs de sécurité. Ils vont donc pouvoir être des cibles faciles pour les attaquants. Là, on parle de machines qui sont exposées à Internet. On ne parle pas de machines qui sont à l'intérieur d'un site protégé par un certain nombre de dispositifs comme des firewalls ou des systèmes IPS. On parle de machines qui sont exposées à Internet avec une adresse IP correspondant au domaine de l'entité. Comment cela est possible? Bien, tout simplement, depuis le télétravail, depuis le confinement, il y a un certain nombre de personnes qui ont pris des machines qui étaient avant à l'intérieur du périmètre et se sont connectées sur Internet avec, tout en gardant le signifiant du domaine des utilisateurs de ce site. Pour Windows XP, c'est évidemment encore pire puisque ça fait des années qu'il n'y a plus de correctif de sécurité et donc cette machine doit être immédiatement retirée du parc et remplacée par un système d'exploitation plus récent ou une machine plus récente. Et pour Windows 7 également, il y a de plus en plus de correctifs de sécurité manquants et donc c'est quelque chose qu'il faut faire le plus rapidement possible. Un autre exemple d'obsolescence, c'est l'obsolescence des navigateurs. En l'occurrence, ici, on a un navigateur Chrome qui est en version 83, alors que Chrome est en version 88 actuellement, et donc il ne bénéficie plus des correctifs de sécurité et il faut le mettre à jour. Ça se passe sous forme de nouvelle version. Pourquoi faut-il faire cela? Parce qu'un navigateur dans un système informatique a des droits administrateurs, des droits système sur la machine dans laquelle il se trouve. Et tous les pirates le savent. Et donc, en piratant un navigateur, on va se retrouver indirectement administrateur d'une machine. Et donc, on va pouvoir la pirater ou installer un ransomware dessus. Il est donc impératif d'utiliser des navigateurs à jour et surtout de ne plus utiliser des navigateurs obsolètes, non supportés par les éditeurs comme Internet Explorer par exemple. On va s'intéresser maintenant à un autre sujet qui est la fuite d'informations. En effet, la fuite d'informations, par exemple un login mot de passe valide
pour se connecter au réseau de la cible va permettre aux attaquants de se faire passer pour l'utilisateur et donc d'avoir tous les droits finalement que l'utilisateur a en attendant d'avoir rendu granulaire l'accès par rapport à chaque site web. Et donc, on va s'intéresser aux fuites d'informations qui ont été découvertes dans le dark web. Eh bien, voilà une alerte qui a été envoyée par l'outil et qui nous dit qu'il y a un certain nombre d'informations personnelles qui ont été exposées, 59 d'entre elles, sur Internet. Quoi? Eh bien, il s'agit de Nitro, qui est un petit outil qui permet de convertir des documents en PDF. Et donc, 70 millions de comptes ont été exposés en septembre 2020, en plein pendant la période Covid-19, y compris les noms des gens et des passwords hash en bcrypt, qui est un protocole de chiffrement faible. Donc, ce n'est pas le mot de passe en clair qui a été divulgué dans cette base, c'est un mot de passe haché, c'est-à-dire normalement protégé contre le craquage de mots de passe. Voyons ce qu'il en est. Enquêtons sur cette faille de sécurité, cette soi-disant exposition de nos logins mots de passe sur Internet. Comment on va savoir si ça concerne notre entité? Bien, on va sur le site Have I Been Pwned, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Vous tapez votre adresse email et vous allez voir sur quel site votre adresse email et votre login, votre mot de passe correspondant a été dévoyé sur Internet. En ce qui concerne Nitro, on nous dit effectivement que 77 millions de comptes ont été compromis et la donnée a été produite par dhashed.com. On va y revenir puisque dhashed est justement un site qui transforme les mots de passe chiffrés faiblement en mots de passe accessibles en clair, pour ceux qui sont abonnés naturellement. Alors Nitro dit mais non, pas du tout, c'est un incident de sécurité qui a eu un impact très faible, c'est isolé, il y a eu un accès limité à une base de données, il n'y a aucun document utilisateur qui a été compromis, ce qui est vrai en l'occurrence par rapport à ce que raconte Have I Been Pwned. Il n'y a pas de problème de fonctionnement du site et ils sont en train d'investiguer. Et il n'y a pas de données sensibles ou financières qui ont été impactées. Voilà. Et donc, en fait, ça va. Mais en fait, ça va pas. Parce que il y a eu une vente aux enchères dans un black market sur le dark web qui a vendu les fameux 70 millions de users, y compris leur nom. Donc, ce sont des données personnelles, leurs adresses IP, leurs emails et leurs passwords chiffrés. OK, les passwords sont chiffrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça voudra dire que il va falloir les déchiffrer en fait. Et c'est vrai pour tous les noms de brèches de sécurité qui sont annoncés sur Have I Been Pwned. Ils ne donnent pas les mots de passe. Le plus célèbre est Collection numéro 1, qui a 772 millions de comptes. Et cette semaine, Facebook est rentré dans le top 10 avec près de 550 millions de comptes, notamment 20 millions de comptes en France, c'est-à-dire probablement la plupart des utilisateurs de Facebook en France. Vous pouvez suivre sur Have I Been Pwned tous les sites qui se font pirater et si votre compte est dedans. Comment vous pouvez faire ça en termes d'action? Très simplement, vous indiquez votre nom de domaine. Ça va superviser tous les gens qui auront utilisé leur adresse email de votre société ou de votre entité et qui l'auront utilisé sur n'importe quel site et qui se seront fait pirater. Et vous recevez ça tous les jours et vous pouvez agir immédiatement. Pour ça, il faut que votre email corresponde
à un email d'administrateur, évidemment, du domaine et que vous ne soyez pas un robot. C'est extrêmement pratique pour suivre tous les gens qui auront utilisé l'email professionnel sur des sites pas forcément professionnels. On va voir un exemple ici avec Dihashed qui contient près de 13 milliards de comptes compromis. Et donc, si on fait une étude sur le site qui a révélé les 59 crédentiels qui ont été piratés, on s'aperçoit que le mot de passe est disponible, il a été craqué par Dihashed et notamment, il y a des gens du site qui se sont inscrits sur Auto-entrepreneur, comme vous pouvez voir ici, qui n'est pas le vrai site d'auto-entrepreneur, mais un site genre, sur Adobe, probablement pour utiliser des logiciels Adobe professionnellement, mais aussi sur Dailymotion, qui est un site de streaming, et éventuellement sur un site de rencontre. Donc, vous allez pouvoir beaucoup mieux suivre le comportement des utilisateurs qui ne devraient pas utiliser l'email professionnel sur un site privé naturellement. C'est la base de la sensibilisation. Ça a aussi une conséquence pour le zéro crédentité ouvre-tout parce que on va maintenant se connecter de plus en plus à des applications web, application par application, et donc on va faciliter les choses avec un e-coffre de mot de passe qui va permettre de faire comme un single sign-on, c'est-à-dire que on n'aura plus jamais à taper de mot de passe en tant qu'utilisateur. Et il devient donc fondamental de protéger cette combinaison de login mot de passe un peu partout. Dernier point par rapport à ce plan d'action, vous voyez qu'à chaque fois, on peut faire des actions précises qui sont issues de ce diagnostic. Et c'est le but de ce séminaire, c'est de convertir un diagnostic qui est une vision managériale finalement en actions concrètes. On va voir sur les applications en quoi, qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète. Bien ici, on a un cas typique du télétravail et de la période actuelle, c'est qu'on a mis sur un intranet, ici un SharePoint Microsoft, on a mis en fait toutes les données auxquelles les télétravailleurs doivent avoir accès à distance. Évidemment, c'est exposé sur Internet, parce que sinon, il ne pourrait pas y avoir accès. Et c'est un site web qui est accessible directement par une URL. Vous voyez d'ailleurs que la troisième adresse est en HTTP pur, ça veut dire que quand les utilisateurs vont se connecter ici, leur login mot de passe va transiter en clair sur Internet. Je répète, quelle que soit la complexité de leur mot de passe, n'importe quelle personne qui est en interception de ces flux va pouvoir récupérer le login mot de passe de la personne. J'estime que c'est quasiment criminel de laisser un site en HTTP aujourd'hui sur Internet. Quelles sont les mesures à prendre donc en termes de sécurité applicative? Et ici, notre outil Security Scorecard nous dit que la politique de sécurité de contenu est manquante, ce qu'on appelle en abrégé un CSP, et aussi que le site n'utilise pas le HTTPS, je viens d'en parler. Qu'est-ce que c'est que ce CSP? Si vous faites Google et vous tapez Content Security Policy, vous allez trouver un site qui va vous permettre de mettre sur vos pages web une Content Security Policy qui va vous permettre de réduire tous les risques de type OWASP Top 10 comme le cross-site scripting. C'est donc les programmeurs de pages, les éditeurs de pages HTML qui vont devoir faire cela sur leur site. Que ça soit sous-traité ou que vous ayez vous-même des personnes qui programment des sites web, vous devez demander soit à l'éditeur, soit à vos équipes de développement d'intégrer une Content Security Policy dans leur page. Comment ça marche? Eh bien, dans les en-têtes ou dans les différents types de pages, vous devez insérer page par page un certain nombre de scripts qui vont vous permettre de bloquer des calls invalides de modules JavaScript extrêmement répandus, notamment avec les tiers analytiques ou de pub ou de réseaux sociaux, et également tout ce qui est les
style sheets, les feuilles de style, et également tout ce qui est les JavaScript permettant, par exemple, de remplir des formulaires. Et c'est un problème crucial aujourd'hui dans les différents sites interactifs notamment. Il y a également le transport qui doit être sécurisé pour éviter justement le man in the middle et les redirections de type HTTP vers HTTPS qui vont pouvoir être utilisées par les attaquants pour justement intercepter les flux en clair, même si le site au final se retrouve en HTTPS avec un bon certificat. Au départ, il était en HTTP. Et donc, vous regarderez dans Google, encore une fois, la RFC 6797 sur le strict transport security, et il faut éliminer tous les sites et toutes les redirections en HTTP. C'est un plan d'action simple et c'est un gain immédiat par rapport à votre sécurité. On a vu quelques exemples de gains immédiats et d'actions immédiates et relativement simples à faire et à demander à faire à vos équipes infra et à vos développeurs web et à vos éditeurs de logiciels. On peut avoir un autre angle qui notamment va être utilisé par l'audit interne et par les sociétés d'assurance ou par les différents RSSI qui suivent des certifications ISO 27001 par exemple ou autres, et par les DPO qui essayent de voir si le site est sécurisé d'un point de vue RGPD. Donc vous pouvez utiliser l'outil en prenant l'un ou l'autre de ces référentiels de conformité, comme par exemple le RGPD. En termes de RGPD, on a à suivre un certain nombre d'articles qui sont représentés ici, et en tant que DPO, on peut se demander si le site en question est en train d'être conforme RGPD. Et la réponse est, par rapport à la responsabilité en anglais, controller, en français, responsable du traitement, est-ce que un certain nombre d'éléments présents dans la surface d'attaque rendent notre entité vulnérable et donc ne respectant pas la responsabilité du contrôleur par rapport au traitement. Le contrôleur, c'est celui qui vérifie le traitement, ce n'est pas le responsable du traitement. Et donc, en particulier, on a le Content Security Policy qui manque. C'est celui de tout à l'heure. On en a d'autres, comme le Outdated Operating System. Ça veut dire que le système d'exploitation de tout à l'heure est obsolète, il ne peut pas être patché. Et donc, tout ceci constitue des problèmes qui, d'un point de vue du RGPD, entraîneraient une non-conformité RGPD. On va aborder une autre façon d'auditer, de contrôler l'entité, c'est la conformité ISO 27002, si vous préférez ISO 27001 annexe A. Et là, c'est une clause qui est cruciale aujourd'hui parce qu'elle représente beaucoup d'usages, c'est le télétravail. A621. Et que dit-elle? Eh bien, que votre fameux serveur FTP, c'est pas bon, que vos systèmes d'exploitation et vos navigateurs, c'est pas bon, et que vos accès distants en SSH ou en TLS ne sont pas bons parce qu'ils ont un chiffrement faible. Et là, vous voyez comment un audit peut annoncer, comprendre, mettre le doigt sur quelque chose de réel, de factuel par rapport au télétravail et par rapport à la mobilité. Et donc, le RSSI pourra très bien dire à ses équipes infra, corrigez-moi ces problèmes-là. L'audit pourra dire à l'informatique, corrigez-moi cela. Ou l'audit de certification ou l'assurance pourra dire, vous n'êtes pas conforme en termes de télétravail, en termes de cybersécurité pour le télétravail. Vous pouvez prendre toutes sortes de référentiels. Ici, j'ai pris le référentiel américain de maturité. Et là, on a également, par rapport à cet audit de contrôle d'accès, un certain nombre de points qui sont soulignés par rapport à ce référentiel.
Et on peut même utiliser des référentiels thématiques comme l'IPAA, qui est sur le domaine de la santé, qui est l'équivalent de notre hébergeur de données de santé en France. Et on peut créer son propre référentiel. Une assurance peut faire ça, également un RSSI, et vérifier les points par rapport à son propre référentiel. Ensuite, eh bien, une fois que vous êtes abonné au dispositif Security Scorecard, eh bien, vous pouvez suivre jour par jour tout ce qui a été résolu, tout ce qui est nouveau, qui marche moins bien, tout ce qui n'est pas résolu du tout est devenu un sujet récurrent, et tout ceci en forme de journal, jour par jour. Vous pouvez également aborder l'approche résolvons d'abord ce qui est grave. Et donc ici, on va commencer par résoudre les points que j'ai cités, par exemple les patchs, les navigateurs ou les systèmes d'exploitation qui sont obsolètes. Vous pouvez également suivre cela d'un point de vue historique. On voit ce site qui au début était à la lettre D en termes de score, qui n'était pas très bon, et puis il a commencé à mettre en place son plan d'action mi-février, et là, tout d'un coup, le site est passé à B. C'est une amélioration de 20 points, donc passer de 66 à 86 pour ce site qui a appliqué le plan d'action que je lui ai transmis sous forme de rapport, car on avait convenu qu'il reçoive sa Security Scorecard. Vous pouvez également suivre les choses équipe par équipe. Par exemple, ici en mauve, on a la sécurité applicative qui était très basse jusqu'à un peu début février, et puis tout d'un coup qui est remontée, puis qui est redescendue. On pourra suivre les détails de l'historique de pourquoi. Et les patchs qui ont eu des vicissitudes, ils sont passés de B à presque D, puis sont remontés à C, etc. Donc vous pouvez suivre point par point. Et par exemple, le endpoint avait des choses obsolètes, il était à F, et puis ils ont été retirés mi-février et ils sont passés à A à 100%. Il n'y a plus aucun système obsolète. Comment tout ce système marche? Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne par échantillonnage et par inférence bayésienne. Et donc, le score n'est pas comme un pen test, comme un test d'intrusion ou comme une red team qui va analyser toutes les failles de toutes les machines. Il va procéder par échantillon. Ça sera à vous, naturellement, après, par rapport à cette inférence, de vérifier la totalité de votre parc, y compris des machines qui ne sont pas visibles par l'algorithme ou qui peuvent être également des faux positifs, c'est-à-dire des machines qui auront été attribuées à votre domaine alors qu'en réalité, elles correspondaient à des noms qui ressemblaient à des typos, etc. Au final, vous avez un tableau de bord complet qui vous permet de suivre en temps réel la situation de l'ensemble de vos sites et de vos adresses IP. Dans mon cas, j'ai même mis l'adresse IP de ma box. Donc, vous pouvez faire ça avec vos télétravailleurs et suivre la sécurité de leur box DSL ou fibre à domicile. Et c'est extrêmement pratique pour pouvoir alerter vos télétravailleurs sur le fait que leur propre système est en danger. Donc, j'allais dire, maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Et comme Vauban, tout est dans le bon sens et l'expérience. Prenez point par point, allez-y, résolvez un petit point à la fois, et à la fin, vous aurez une place forte, imprenable. Euh, c'est comme ça qu'on améliorera la cybersécurité. Le fait de se contenter de règles et de systèmes ne suffira pas pour contrer les barbares. Merci de votre attention. Euh, Vous avez compris que en demandant votre Security Scorecard, vous allez
pouvoir passer à l'action parce que vous aurez le détail pour votre propre site de ce que les pirates sont capables de voir. Vous pouvez contacter Franck, qui est le directeur de Security Scorecard pour la France et un très bon ami, comme vous avez pu vous imaginer, et par email également. Et je vous annonce d'ores et déjà que nous avons un webinaire numéro 3 qui est programmé fin avril, le 29 avril à 11 heures, où on va aborder le cas de la maîtrise du risque avec un champion sportif français très connu qui a fait ses preuves sur différents sujets, comme par exemple le ski, puisque c'est notre globe de cristal, le deuxième après Jean-Claude Killy. Et puis, il a également gagné le rallye Dakar en 2006. Et il a également fait la Transat. Et vous vous le connaissez tous, c'est Luc Alphand. Et donc, Luc, que je connais depuis environ 15 ans, va venir nous expliquer comment il gère le risque sur une piste de ski, dans le désert ou euh, à la montagne ou sur la mer. Voilà, ça sera, ça sera une façon de voir comment on peut passer à l'action et se concentrer sur l'essentiel. Merci d'avoir suivi Merci. ce webinar. Merci Franck. Je te repasse la parole pour la conclusion. Merci, mais la conclusion était déjà parfaite. Merci pour cet effort très solide. Je pense que notre communauté, la tendance que nous avons aujourd'hui a pris beaucoup d'informations. C'est important de souligner ce qu'on peut faire avec un plan d'action. Demandez-moi votre scorecard, elle est gratuite. N'hésitez pas, comme Mauro vient de le mentionner. Nous avons quelques questions. En effet, je reviens sur Luc Alphand. Nous aurons le plaisir de le recevoir et je compte sur votre présence à tous. Nous devrions avoir une très très belle alchimie. Les questions. Alors, on a quelques questions. Il nous reste du temps, donc on va pouvoir y répondre. La première question. Puis-je suivre aussi une société tierce et établir un diagnostic de sa surface d'attaque? Oui, c'est évidemment la première chose qui vient à l'esprit. Et à partir du moment où vous êtes abonné, dans le cas où il s'agit d'un de vos fournisseurs, par exemple, vous pouvez très bien le suivre. Euh, en étant fraîchement CISO d'un groupe, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai fait à de nombreuses reprises. J'ai simplement pris la précaution de mettre une clause d'audit, si elle n'existait pas sous forme d'avenant dans le contrat avec notre fournisseur stratégique IT, de manière à ce qu'ils soient informés qu'on suivait leur niveau de sécurité à travers un tel outil. Et donc, oui, vous pouvez parfaitement suivre une entité tierce. Est-ce que vous pouvez suivre un concurrent? euh, Bah, écoutez, déontologiquement, je dirais non. Maintenant, techniquement, les pirates, eux, font ce qu'ils veulent. Et, et, euh, et donc, je dirais que c'est uniquement un aspect déontologique, mais techniquement, vous pouvez suivre n'importe quelle entité. Euh, En ce qui concerne les, euh, les entités que je peux suivre, je regarde systématiquement tous ceux qui ont un piratage récent pour voir leur niveau de sécurité. Et je peux vous dire que le niveau de sécurité des entités qui se font pirater sont toutes à la lettre D ou inférieures. Et donc, il y a une corrélation très forte entre la surface d'attaque et le fait que des entités se fassent pirater aujourd'hui. Et je regarde aussi beaucoup les fournisseurs de cloud. Et puis hier, j'ai pas pu m'empêcher de regarder le site du CNED, de l'enseignement à distance, puisqu'il y avait, on nous a annoncé une cyberattaque
sur ce site. Donc, j'ai voulu regarder un peu le niveau de sécurité. Donc, pour une entité qui assure en cybersécurité ou une entité d'audit, naturellement, elle peut regarder toutes les sociétés qu'elle audite à travers cet abonnement Security Scorecard. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les fournisseurs, il vaut mieux avoir une clause d'audit en bonne et due forme dans votre contrat. Merci Mauro. En effet, nous collectons les données de manière externe et non intrusive, mais c'est toujours bien d'avoir un contrat en bonne et due forme avec vos fournisseurs. En effet, si nous pouvons faire le diagnostic de la surface d'attaque, de sa propre surface d'attaque, bien évidemment, le but c'est aussi de voir les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Deuxième question, est-ce que la plateforme fournit un plan d'action en partant d'une page blanche? Oui, absolument. Vous pouvez cliquer sur Issues et il va vous fournir un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations, après, ce qui va vous manquer, c'est la transformation de cette recommandation sous forme d'action à mener sur l'infra ou sur l'éditeur de logiciels. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce webinaire pour vous montrer quelques exemples de transformation d'une demande. Par exemple, rendez le TLS sécurisé. Ça, c'est une action de votre plan d'action. Donc ça, vous l'avez. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire pour l'infra? Ben, ça veut dire supprimer, par exemple, triple DES CBC. Et ça, si vous leur dites pas, pour eux, tous les ciphers, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui soit plus sécurisé que l'autre. Pour eux, c'est du SSH, c'est sécurisé, fin de l'histoire. Et donc, ce qui va vous manquer, ou pas, c'est cette transformation de cette action, donc qui se résume en plan d'action, qui est une suite d'actions, avec une deadline, en, en action concrète. Et là, c'est là où des sociétés de conseil pourront intervenir et transformer ces recommandations et ces actions à mener en demande, en accompagnement de la demande envers l'infra ou envers l'éditeur. Soit vous avez les ressources en interne, soit des entités de type société de conseil pourront vous aider, vous accompagner à faire ces actions-là. Et c'est des sujets très différents. Il y a des sujets réseau, il y a des sujets applicatifs. C'est vraiment, il faut être un décathlonien de la cybersécurité pour pouvoir évidemment transformer ces actions en réalité concrète. Merci Mauro. Une autre question, on va essayer de répondre. On a eu pas mal de questions. On va essayer de répondre encore moins à deux questions. Si on a le temps, peut-être on mettra une troisième. Comment sont traités les faux positifs? Alors, Okay. moi, je peux y répondre. Si toi, tu veux y répondre, je te laisse y répondre. Je pourrais aussi y répondre et ajouter on va se compléter, Franck. Ouais, ouais. Ça marche. Les faux positifs, comment on sait que ce sont des faux positifs? C'est parce que dans l'outil, il y a la couverture du périmètre correspondant au domaine. Comment ça se passe? Quand vous demandez votre Security Scorecard, vous dites, voilà, ça c'est mon domaine principal, mon domaine de référence. Vous dites, ben, mon domaine c'est xxx.fr, par exemple. Et donc, l'outil, l'algorithme d'intelligence artificielle va parcourir toutes les IP qui sont pertinentes par rapport à ce domaine. Donc, il peut tomber sur des domaines, d'ailleurs, qui ressemblent au domaine en question et qui n'étaient pas dans le domaine initial. C'est là où intervient le problème des faux positifs. Par exemple, si vous avez une société qui a presque le même nom que vous, mais qui en fait n'a rien à voir, ça peut être un typo d'attaquant, ou j'ai eu le cas dans le domaine que je suivais, ou bien ça peut être tout simplement parce que ça se ressemble de très près dans la même activité.
par exemple, sport quelque chose. S'il y a plusieurs sociétés qui ont un nom de domaine qui est sport quelque chose, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec le domaine de votre concurrent dans votre périmètre. Et puis, il peut y avoir également des adresses IP éphémères qui ont été attribuées à un moment donné et qui sont parties, par exemple dans les box ADSL. Et donc, ça fait que quand vous listez votre surface d'attaque, eh bien, vous avez des domaines que vous ne reconnaissez pas, des IP que vous ne reconnaissez pas. Et là, euh, vous allez pouvoir simplement déclencher auprès du support en disant ce n'est pas chez nous. Et donc, ça va être retiré de votre surface et donc ça disparaîtra de votre score. Voilà. Merci. En effet, après, c'est toute la façon dont nous collectons les données et les attributions que nous allons faire. Donc ça, c'est tout un travail qui se passe en amont. Et en effet, on va éliminer les faux positifs, le bruit, grâce à nos algorithmes. On va réussir à vous donner une scorecard avec propre, on va dire propre. Mais tout ça, c'est en fait, c'est tout le travail que nous faisons en amont avec nos algorithmes, etc. Mais, comme Mauro l'a bien expliqué. J'ai une anecdote, Franck, assez croustillante, c'est que Oui, euh, il y avait un traitement qui avait été déclaré comme étant en Europe sur une application d'un éditeur web. Et donc, on avait effectivement, par rapport à cette URL, cette adresse, on avait un site en Europe. Sauf qu'on avait aussi un site aux États-Unis et qui, lui, n'avait pas été déclaré. Et quand on a lancé la Security Scorecard, on s'est rendu compte que ce site, on a voulu voir si c'était un faux positif. Et en fait, non, c'était un autre site d'hébergement de cet éditeur qui avait oublié de le déclarer dans la fiche by design. Voilà. merci pour cette anecdote. On va prendre éventuellement une dernière question. Est-ce qu'il existe une scorecard pour un sous-système applicatif interne? Par définition, la surface d'attaque, c'est externe. Et donc, la réponse est définitivement non. Tout ce qui est à l'intérieur de votre périmètre, donc tout ce qui est une adresse IP non publique, non routable, de type 10.xxx, 172.16.xxx, 192.168.xxx, ne peut pas être diagnostiqué par Security Scorecard. On parle que de surface d'attaque liée aux cyberattaques externes. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé par la communauté, par notre communauté de clients? Évidemment. Nous avons beaucoup de clients qui nous posent la question. Est-ce que c'est quelque chose que nous allons faire? C'est une chose à laquelle nous pensons. Pour l'instant, il n'y a pas de développement dans ce sens-là, mais très fortement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Si ça peut amener un plus à nos clients, bien sûr, après, les données ne seront pas partagées. Ce qui reste interne à l'entreprise restera interne à l'entreprise. Et on peut imaginer qu'il y a un espace de travail de cette entreprise qui pourrait faire une relation, une corrélation entre les éléments externes visibles et ce qu'on a en interne. Pour l'instant, nous y pensons fortement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir, mais nous ne le prenons pas encore en compte. Voilà. Écoutez, nous sommes dans le temps imparti. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci Mauro, c'était excellent. Et je vous C'était dis surtout à agréable parce que c'est une solution qui est vraiment efficace et j'ai eu plusieurs fois l'effet waouh. Et donc pour moi, c'était un vrai plaisir de présenter cet outil. Merci à Franck de m'avoir donné cette opportunité et, je vous donne rendez-vous le 29 avril à 11 heures pour notre échange avec Luc Alphand
et pour un échange beaucoup plus convivial et beaucoup moins technique que le webinaire numéro 2, rassurez-vous. Avec plaisir. Il y a des questions qui continuent d'affluer. Je vous rappelle mon adresse email facna@securityscorecard.io. Vous pouvez me contacter au 06 58 55 59 28. N'hésitez pas, on pourra aborder toutes les questions euh, hors antenne. Merci à tous. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir, bonne continuation à tous.